Bonjour tout le monde. Donc effectivement, Sébastien m'a demandé d'intervenir sur que penser de cette adaptation intraparcellaire des doses. Alors je vais essayer de présenter le diaporama suivant 4 questions. La variabilité globale intraparcellaire, d'accord, mais il n'y a pas que intraparcellaire, hein, justifie-t-elle l'adaptation des doses de produits de traitement? Deuxième point qu'on abordera, c'est quels sont les outils pour caractériser cette variabilité, intraparcellaire ou non. Comment valoriser ces informations nouvelles? Alors, je reprends souvent la pub pour la Twingo, hein, à nous d'inventer la vie qui va avec ces nouvelles mesures, ces données. Et puis, comment adapter nos pulvérisateurs. Donc, on a ici une vue aérienne d'une parcelle de Salbeuf qui matérialise très nettement, dans le domaine du visible, les variations qui peuvent exister à l'échelle intraparcellaire. Et c'est une parcelle qu'on connaît bien puisqu'on mène des expérimentations dessus depuis une vingtaine d'années, depuis le milieu des années 90. C'est même ici qu'est né le projet Optidose, puisqu'on a des gradients de développement de végétation le long de la pente du coteau. Et donc, je vous propose de regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe dans cette zone. Donc ici, on est sur le haut de coteau, donc avec des végétations faibles, moyennes et fortes, en descendant dans le gradient. Donc sur ce dispositif, on a fait des échantillonnages pour évaluer la surface foliaire totale. Et puis, on a reconduit aussi ce dispositif, ici sur un autre site expérimental, au château Léoville-Lascaz, sur une parcelle. Donc, vous voyez, on a fait un zonage NDVI, qui matérialise des zones de NDVI faibles, moyens ou forts. Et on a donc positionné des placettes d'observation de la SFT et qui nous ont servi aussi à mesurer les dépôts de produits de traitement phytosanitaire. Ce que l'on observe sur ces deux sites, Salbeuf à gauche et Léoville-Lascaz à droite, en fonction du classement de la SFT qui était fait, donc des ratios qui varient, ça a été évoqué précédemment, dans des proportions de 1 à 3, de 1,5 hectare de feuilles dans la zone faible jusqu'à presque 5 hectares dans la zone forte, et un ratio de 1 à 4 à Léoville-Lascaz, donc avec des ratios de 0,6 à 2,4 hectares. Donc sur ces placettes, on a positionné des collecteurs, et vous avez ici les dépôts qui ont été mesurés en vert sur le feuillage et en rouge sur les grappes, et donc on observe très nettement des diminutions de dépôts d'un facteur de l'ordre de une diminution de 30% à Salbeuf avec le pulvérisateur Bouette Solo utilisé et une diminution ici de 50% à Léoville-Lascaz avec l'appareil de l'exploitation. Donc, ce pour des ratios de SFT qui varient dans les rapports donc de 1 à 4. Donc, si on prend le raisonnement inverse, à contrario, si la quantité de produits appliqués dans les zones de végétation forte, ici et ici, est suffisante pour avoir un bon niveau de protection, et bien, à contrario, on a au moins 30% de dépôts en trop dans les zones faibles, et ici un facteur 2 d'une quantité double de produits phytosanitaires. Et c'est un raisonnement qui tient pour une sensibilité de la vigne supposée égale. Qu'en est-il en fait? Je vous propose de revenir à Salbeuf, sur cette parcelle, où en 2009, on a fait passer le Green Seeker au mois de septembre sur 18 rangs. Donc vous voyez ici l'indice NDVI qui a été mesuré sur les 6 rangs centraux qui sont un témoin non traité, et les 6 rangs traités de part et d'autre. On voit donc ici très nettement la perte de signal NDVI qui est due à la destruction du feuillage par le mildiou. On la voit très nettement sur le bas de la pente, mais sur le haut, on voit quasiment plus de différence. En fait, si on regarde ce qui se passe sur cette parcelle, elle avait raison, donc en 2009, on a évalué que la surface foliaire détruite par le mildiou était en moyenne de 65% sur l'ensemble du rang. Mais cette destruction, elle varie. Elle est en fait faible, elle est seulement de 10% sur le haut de la parcelle, et elle est de 85% dans le bas de la végétation. Donc si on essaye d'exprimer cette différence de sensibilité en utilisant la formule d'Abbott, c'est-à-dire on fait la différence entre ici le témoin en zone faible par rapport au témoin en zone forte, 85 moins 10 divisé par 85 ramené en pourcentage, ça nous donne une variation de sensibilité de 90%. Cette variation de sensibilité, pour moi, elle équivaut à un niveau équivalent à celui d'un bon programme fongicide appliqué toute l'année. Donc la dose de produits phytosanitaires nécessaire n'est pas la même, elle varie au cep près quasiment, entre des différentes zones en fonction de l'hétérogénéité parcellaire. Et donc on commence à s'intéresser à cette dose minimale efficace pour essayer d'enrayer l'épidémie. Deuxième point, comment les outils pour mesurer cette variabilité à l'échelle intra ou extra-parcellaire.
Donc on commence à travailler sur les technologies radar qui nous permettent d'avoir une localisation des pluies sur des mailles de 1 km². Et ces outils, donc utilisés avec la modélisation, nous permettent de produire des cartes de dégâts simulés via la modélisation. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici sur cette carte, on a une localisation d'un foyer sur Saint-Estèphe en 2010 avec un modèle donc, qui nous indique un risque très très fort ici et un risque modéré à faible juste à côté. Donc ça, c'est pour illustrer la variabilité à l'échelle globale du vignoble. Parmi les outils donc, qui sont maintenant disponibles, GeoCarta donc, propose des mesures de résistivité électrique des sols. Donc, on a ici une illustration de la résistivité électrique sur le domaine de Léoville-Lascaz sur 100 hectares. On utilise aussi donc, des capteurs de type GreenSeeker ou multiplex, ici ils étaient embarqués sur le même enjambeur, qui nous permettent de déterminer des indices de biomasse de végétation. Et puis, je veux aussi souligner le dernier outil qui vient d'arriver sur le marché, qui a été élaboré par nos collègues du CIVC, le PhysioCap, qui va permettre de mesurer des nombres de sarments par mètre carré et des sections de bois de taille des sarments. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Donc là, je voulais essayer de vous présenter les concepts de la démarche plan de traitement optimisé que nous conduisons à l'heure actuelle au niveau de l'IFV et les tout premiers résultats qu'on vient d'obtenir sur l'année 2014. Donc sur le domaine de Léoville-Lascaz, on a donc récupéré une carte de résistivité électrique des sols que vous avez vue précédemment et on l'a simplifiée en divisant cette résistivité en 3 classes. Donc résistivité faible qui apparaît en rouge, moyenne en blanc-jaune et puis bleu, résistivité forte. Donc on a un zonage bien précis. Nous avons également utilisé des classes de biomasse qui ont été mesurées donc, via un DVI mesuré par le drone, l'avion jaune. Et pareil, on a seuillé de la même manière les indices de végétation en 3 classes de biomasse faible en rouge, moyenne en jaune et forte en vert. Nous avons aussi utilisé une mesure de delta C13 qui a été effectuée par Sauvivin sur le domaine. Et donc, de la même manière, 3 classes, stress hydrique mesuré faible, moyen ou fort. Et ensuite, nous avons donc proposé une combinaison de ces 3 variables qui nous permettent de définir 27 classes de ce que l'on a appelé des unités de fonctionnement physiologique a priori homogènes. Donc, on a ici une belle mosaïque qui peut être une œuvre d'art moderne, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, quand on a présenté ça au directeur du domaine, on a simplifié ce système d'observation. On a écarté la mesure du delta C13 pour des simples raisons d'échantillonnage. En fait, le delta C13 était mesuré sur un échantillon de 50 B prélevé au hasard sur la parcelle, donc pas suffisamment précis. On a donc écarté cette mesure et on a retenu 6 classes d'unités de fonctionnement physiologique en retenant les 3 classes de résistivité électrique du sol et les 2 classes de biomasse extrême, faible et forte. À partir de là, on a déployé 12 points d'observation, donc 2 répétitions en fait, en séparant les parcelles de l'enclos ici et les parcelles du plateau. Et on a donc disposé ça sur des cépages Merlot et Cabernet Sauvignon. Et on a fait des observations de développement physiologique et de développement de la maladie sur des piquetés non traités qui étaient protégés par des bâches au moment des traitements. Donc je vous propose ici de regarder quelques résultats. Donc d'abord sur les paramètres physiologiques en fonction de l'UFP. Donc vous avez ici dans l'axe des abscisses les zones de résistivité électrique faible, moyenne et forte. Et pour chacune de ces zones, les indicateurs de biomasse faible, biomasse fort. Ce que l'on observe, c'est que sur le taux de débourrement qui apparaît ici en bleu, on n'a pas de variation significative. En revanche, sur d'autres indicateurs tels que la puissance végétative du cep, c'est-à-dire le nombre de rameaux qui ont débourré, ou la fertilité, les taux de fertilité des rameaux débourrés, des bourgeons débourrés, on observe des variations significatives. Donc nous avons commencé à conduire des analyses de variance sur ces différents critères. Ils sont repris ici les 3. Donc l'analyse de variance n'est pas significative ici au niveau du taux de débourrement. Elle apparaît par contre hautement à très hautement significative sur les autres indicateurs et nous renseigne sur le fait que, par exemple ici, sur la puissance végétative du cep, c'est le code sol qui explique cette variabilité. Et pour les taux de fertilité des bourgeons, la variable sol et la variable biomasse semblent des clés de lecture intéressantes. Au niveau des témoins non traités, nous avons ici, grâce à mon collègue Christian Debord, représenté
les foyers d'infestation, mildiou, oïdium et black rot, fin juillet, sur l'exploitation. On voit d'un rapide coup d'œil que les foyers ne se localisent pas exactement aux mêmes endroits. Et donc, de la même manière, lorsqu'on fait l'analyse de variance, on s'aperçoit que, ici, donc, on a représenté sur mildiou, oïdium, black rot, fréquence et intensité d'attaque sur feuilles et sur grappes. Donc, la fréquence et intensité d'attaque, on n'a pas de clé de lecture significative au niveau du système d'observation. Donc il semblerait que l'installation de l'épidémie se fait de manière aléatoire, en tout cas à la mesure de la clé de lecture qui est proposée, pour le mildiou et l'oïdium. Et par contre, on voit un effet significatif pour le black rot. Et cet effet est essentiellement dû à l'effet sol. Par contre, sur grappe, la clé de lecture proposée devient significative à très hautement significative, et on voit que les dégâts de mildiou sur grappe sont expliqués par la biomasse. Pour l'oïdium, ils sont expliqués par l'effet sol, et pour le black rot, ils sont expliqués par une combinaison des deux effets. Bon, tout ça est un petit peu théorique, mais l'objectif que l'on poursuit à terme, c'est de justement définir une dose de produit en chaque point XY d'une parcelle, donc on va dire au cep près, qui va être fonction du risque parasitaire, de la biomasse, de la performance du pulvérisateur, sensibilité des parcelles, facteur sol, et ainsi de suite. C'est l'objectif recherché. Comment adapter les pulvérisateurs par rapport à cela? Je termine là-dessus. Donc il faut effectivement, ça a été évoqué, des pulvérisateurs capables de moduler la concentration de matière active à l'échelle intraparcellaire. Il y a deux principes, soit la mesure en temps réel avec des capteurs embarqués, ce que j'appelle un petit peu la solution Rolls-Royce, parce que ces capteurs sont très onéreux et difficiles à faire fonctionner, soit une mesure en temps différé, c'est-à-dire que cette variabilité est quand même relativement stable dans le temps. Et donc là, si on utilise les mesures en temps différé, on est obligé de passer par un positionnement GPS, c'est-à-dire qu'il faut que le pulvérisateur sache exactement où il se situe dans la parcelle, et puis donc un concept tel que celui du plan de traitement optimisé que nous élaborons pour l'instant. Autre obligation, c'est un ordinateur de bord qui va donc soit moduler la pression par des mesures de contrôle de pression ou de débit, ou des cuves de bouillie mer concentrées et des pompes doseuses qui vont adapter les quantités de matière active qui vont être délivrées dans les différentes zones. Et pour finir, il y a quand même une solution simple, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi changer de principe de raisonnement. À l'heure actuelle, on est toujours en train de vouloir rouler à vitesse constante et moduler la pulvérisation, mais il nous semble qu'une voie simple serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de garder un débit de pulvérisation constant et de moduler la vitesse, alors de manière automatique, je mets entre parenthèses et avec un point d'interrogation, sur les systèmes à moteur hydraulique c'est possible, mais sinon ça peut être fait manuellement, et donc de rouler lentement dans les zones de risque fort et de passer plus vite dans les zones où il y a moins de produits de traitement phytosanitaire. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite associer tous les collègues et financeurs.